Bună ziua tuturor! Mă bucur să am ocazia astăzi să vă prezint o autoare pe care o apreciez în mod deosebit, pentru că a avut darul să ne ducă într-un univers absolut special, în special cu ultimul său roman, Țara celorlalți. În colecția Anansi Contemporan a editurii Pandora M au apărut până acum cele 3 romane, de fapt, ale Leilei Slimani, autoare franceză de origine marocană. În grădina Căpcăunului este primul roman pe care Leila Slimani l-a scris. A urmat apoi Cântec Lin, care a obținut premiul Goncourt în 2016. Și iată acum, Țara celorlalți este primul volum dintr-o saga familială pe care Leila Slimani ne-o propune. Un roman pe care vă promit că nu o să-l lăsați din mână. Din acest moment însă, doar o foarte scurtă prezentare și vom continua discuția în limba franceză. Leila Slimani, cum spuneam, este romancieră și jurnalistă franco-marocană. S-a născut la Rabat și a plecat la 17 ani la Paris, unde s-a specializat în științe politice și mass media. A vrut, se știe deja, să facă o carieră în actorie, dar nu a fost drumul pe care urma să-l aleagă și a început să lucreze ca jurnalist. În grădina Căpcăunului a fost, deci, primul său roman, urmat de Cântec Lin, care a devenit repede un bestseller, și acum Țara celorlalți. Leila Slimani, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté ce rendez-vous en Zoom, mais aujourd'hui, nous sommes déjà habitués. J'ai lu d'un trait Le pays des autres. Et j'ai adoré ce roman parce qu'il m'a fait penser qu'il y a tellement d'histoires dans notre monde qu'on ne connaît pas ou qui ont eu besoin de l'arrivée de votre génération peut-être pour faire surface et pour arriver à être publié. Mais avant de parler du pays des autres, je voudrais parler un peu de vous. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu votre pays, le pays dans lequel vous êtes né, et votre parcours, et comment êtes-vous arrivé à écrire des livres? Oh bah c'est très simple, hein. Je suis née donc au Maroc où j'ai fait l'école et puis le lycée. Et puis ensuite, je suis allée à Paris faire des études de sciences politiques et puis de lettres. Et j'ai toujours aimé écrire, j'ai surtout toujours beaucoup aimé lire. J'ai été une lectrice passionnée aussi. Et c'est comme ça, de manière assez naturelle, sans l'avoir vraiment choisi ni décidé, que j'ai commencé à me consacrer de plus en plus à l'écriture jusqu'à ce premier roman. Et quels ont été en fait vos premiers essais, vos premiers livres que vous avez écrits et publiés? Le premier livre que j'ai publié, c'est Dans le jardin de l'ogre, que j'ai publié en 2014. Et pourquoi avoir écrit d'ailleurs ce roman qui est très surprenant et qui m'a fait penser à comment dire, à une jeune femme qui d'un coup retrouve une sorte de liberté à faire, à dire. Par contre, derrière ce roman, il y a quand même une histoire assez sombre. Moi, je crois pas que ce soit une femme qui est libre. C'est vraiment pour moi le contraire d'une femme libre. C'est une femme très empêchée, c'est une femme très aliénée et c'est une femme qui souffre d'une forme d'addiction. Or, les gens qui souffrent d'addiction sont des gens qui sont dans une grande souffrance parce que justement, ils ont perdu la liberté de dire non. Et c'est ça qui m'intéressait. Comment à un moment, quelqu'un perd complètement le contrôle de sa vie, le contrôle de son corps, le contrôle de ses désirs. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Quelle a été la source d'inspiration pour le jardin de l'ogre? Oh, elle était multiple, à la fois des gens que j'ai pu rencontrer, des situations auxquelles j'ai pu assister. Et puis, il y a eu le déclencheur aussi de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, parce qu'à ce moment-là, il y avait eu beaucoup d'articles sur l'addiction sexuelle et c'est vrai que ça m'avait aussi inspirée pour le roman. Est-ce que l'écriture a été compliquée pour vous et raconter cette histoire?
Oh, l'écriture, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile d'écrire. Quand on est en train d'écrire, c'est toujours difficile, c'est toujours douloureux, c'est toujours frustrant. Quand on y repense après, on a l'impression que ça a été facile, mais en fait, ça ne l'est jamais pour aucun livre, je crois. Hum. Euh, Chanson douce. Parlez-nous un peu de Chanson douce. Dans quel contexte vous avez écrit Chanson douce? Bah, Chanson douce, c'est un livre que j'ai écrit alors que j'étais une jeune maman. Et puis voilà, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. Cette idée d'écrire sur une nounou, je l'avais depuis vraiment presque, oui, je l'avais depuis presque une dizaine d'années au moment où j'ai écrit le livre. Donc c'est venu de manière assez naturelle. J'avais découvert aussi des faits divers qui m'avaient intéressée sur des nounous qui avaient tué des enfants. Et c'était aussi une façon de décrire le milieu dans lequel je vivais, le Paris dans lequel je vivais aussi. Hum. Et là, avec Le pays des autres, vous retournez à vos origines. Vous retournez au Maroc, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est l'histoire d'un couple franco-marocain. Et c'est l'histoire qui est inspirée de votre histoire familiale. Est-ce que vous pouvez nous placer un peu le contexte? Oui, c'est une histoire effectivement inspirée de mes grands-parents. Donc, dans ce roman, les personnages principaux sont Mathilde, qui est une jeune Alsacienne, et Amine, qui est un soldat dans l'armée marocaine. Ils se rencontrent à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944. Ils décident de se marier et Mathilde, qui est très aventurière, accepte de le suivre au Maroc, à Meknès, où Amine a hérité d'une ferme dont il veut faire une exploitation moderne. Et ils s'installent donc dans cette ferme. Ils ont des enfants dans une période très particulière de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire c'est la fin du protectorat, c'est le début des mouvements nationalistes qui commencent à se battre pour l'indépendance et donc c'est l'histoire de ce couple qui est divisé entre les deux pays et entre différentes loyautés. Et donc, ces deux personnages, lui marocain, ayant servi dans l'armée française, elle française, euh, trouvent leurs origines dans votre histoire familiale, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, ils sont C'est inspirés de mes grands-parents, tout à fait. les grands-parents côté maternel. Voilà. Voilà. Donc, revenons un peu au Maroc, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est l'ambiance dans ce pays à ce moment-là? Bah, le Maroc a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'est un pays où d'abord qui a subi une grande famine en 1942 parce que beaucoup d'hommes sont partis pour faire la guerre. Il y a pas beaucoup de fermiers qui sont là pour faire tourner les exploitations. Et puis une grande partie des cultures sont exportées sur le front. Et donc c'est une période où les Marocains vont beaucoup souffrir et où en plus l'image de la France va être profondément modifiée parce que la France, ce pays puissant, ce pays glorieux, va être aussi ce pays qui vit une défaite, qui va perdre face aux Allemands et qui va collaborer avec les Allemands, notamment qui va collaborer sur le plan de la déportation des Juifs. Et pour les Marocains, c'est vraiment un traumatisme. D'un coup, ils ont plus du tout la même image de la France. L'image qu'ils ont de la France va beaucoup se détériorer à ce moment-là. C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire des femmes. Euh, quel est le rôle de la femme dans cette société à ce Oh, ben, moment-là? c'est un rôle assez classique hein, parce que c'est une société patriarcale. Donc la femme, elle doit être une épouse, elle doit être une mère, elle doit tenir la maison, elle ne doit pas s'occuper de ce qui ne la regarde pas, c'est-à-dire la politique, la vie publique. La femme doit être docile et doit se sacrifier pour son mari. Elle doit finalement se faire assez discrète. Hmm. Mathilde est une jeune Française, à peine 20 ans. Son mari, quelques années de plus, 28 ans. En arrivant au Maroc,
c'est la découverte d'un continent et c'est la découverte d'un pays et d'une autre culture, des goûts, des odeurs, des couleurs différentes et aussi le statut d'une femme qui doit s'écraser face à une culture qui n'est pas la sienne et qui se retrouve en fait le premier soir abandonnée dans un hôtel. Est-ce que ce sont des choses qui ont cette attitude est restée un peu ancrée pendant des années dans la mentalité? Combien de temps ça a duré en fait Ah, mais je crois pas du tout que ça, ce soit révélateur de la mentalité des Marocains. C'est vraiment une histoire d'individu. Il s'agit de Amine et de la façon dont Amine se comporte. Après, chaque personne se comporte différemment. Je pense pas du tout que ce soit forcément révélateur de toute la société. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui et dans beaucoup de pays dans le monde, il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que c'est eux qui doivent choisir, que c'est eux qui décident, que c'est eux qui dirigent la famille et que les femmes finalement n'ont pas leur mot à dire. Ça, je pense que c'est assez commun, malheureusement, assez universel. Amine et Mathilde se retrouvent à la campagne, pas loin de Meknès, dans une ferme que Amine récupère, une ferme très aride, dans laquelle il faut travailler jour et nuit, enlever les gros cailloux, enlever les palmiers, mettre tout, en fait, remettre tout en état. C'est un travail de longue haleine. Et dans ce paysage très aride, Mathilde se révèle en fait une femme extrêmement forte par moment. Comment vous avez construit le personnage, ces deux personnages en fait, de Mathilde et de Amine? Ah, ils se sont construits progressivement, ils se sont construits aussi beaucoup dans les circonstances, dans la réaction à ce qui leur arrive. Au début, moi je les ai rencontrés, ils sont tout jeunes. Je la voyais, elle, très aventurière, un peu naïve parfois, même parfois un peu futile, un peu frivole. Lui, je l'imaginais tout de suite très austère. C'est quand même un jeune homme qui est marqué par la guerre, qui est marqué par les horreurs de ce qu'il a vu et qui a une ambition très très grande à la fois pour lui, pour sa ferme, même pour son pays. Et puis après, au fur et à mesure de l'écriture, quand on les voit grandir, quand on les met face à des événements, les personnages se transforment, révèlent des choses qui parfois même nous, l'auteur, peuvent nous surprendre. Donc je me suis laissée surprendre bien souvent par mes personnages. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de moments où les personnages ont pris le dessus? Oh, ça arrive très souvent. Le personnage de Mathilde, par exemple, très souvent, enfin, je m'attendais pas, notamment dans les passages où elle se dispute avec son mari, m'attendais pas à ses réactions, notamment ses réactions très sensuelles, son rapport à la sexualité qui est très très étrange parfois. Ça, c'est quelque chose qui a pu me surprendre quand j'ai écrit. Hmm. C'est une jeune femme en fait qui après la guerre, en fait c'était une adolescente presque qui découvrait les hommes, qui et tout de suite s'est mariée, elle est partie. C'est Amine, c'est l'homme de sa vie, le seul homme de sa vie en fait. Oui, L'histoire absolument. n'est pas terminée, c'est juste le Oui, premier. oui, non, c'est l'homme de sa vie, c'est certain. Puis elle prend la décision vraiment, d'ailleurs au milieu du livre, de vivre pour lui, de vraiment s'investir dans cette famille, de d'y croire malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les humiliations. C'est une femme qui prend vraiment, en tout cas, cette décision voilà, de fonder une famille, d'appartenir à cette famille, à cette terre, à ce pays. C'est une femme en ça qui est très forte. Hmm. Et dans ce paysage familial, il y a aussi la famille d'Amine, la mère, son frère, sa petite sœur, et puis tout un cortège, je dirais, de domestiques ou des paysans qui travaillent avec eux. Il y a quand même les couches sont très bien définies, en fait, j'ai l'impression, dans cette société des années 50 au Maroc.
comme Oui, absolument. C'est une société très hiérarchique où on sait très bien qui est tout en haut de la pyramide et qui est tout en bas et où tout le monde doit respecter cette hiérarchie. En ça, c'est une société qui peut être très dure, très violente. En même temps, il y a une forme de, on pourrait dire, de solidarité très grande. Les gens vivent ensemble, bien qu'il y ait des inégalités très grandes. Mais effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une société pyramidale avec le père, le pater familias tout en haut, et puis tout en bas, bien sûr, les paysans, les domestiques. mm. On va pas tout raconter du pays au pays des autres parce que l'intérêt c'est de faire les gens lire ce beau roman. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet éditorial que représente ce premier cette saga familiale? Oui, parce que donc Le Pays des Autres est le premier volet d'une trilogie. Je viens de publier en France le deuxième volet. Mon envie, c'était vraiment d'explorer d'abord une famille, de travailler sur une famille, parce que c'est le sujet finalement qui m'intéresse le plus. Tous mes livres traitent de la famille d'une manière ou d'une autre, de qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une famille, comment on peut rester un individu à l'intérieur d'une famille, préserver sa liberté, en même temps, quels sont les sentiments justement que provoque le fait d'avoir une famille, des sentiments parfois d'écrasement, parfois d'amour fou, parfois d'extrême violence ou même d'indifférence. Et donc, je voulais aussi travailler sur différentes générations et confronter des générations entre elles. Et puis enfin, c'est le projet de raconter un pays, bien sûr, de raconter le Maroc depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui et de voir comment un pays comme celui-là a évolué à une vitesse absolument extraordinaire, parfois très brutale, qui a pu provoquer des réactions. Et c'est ce que j'ai envie de raconter. Je vous ai posé la question parce que j'ai eu l'occasion de connaître un peu le Maroc il y a déjà plus de 20 ans et j'ai fait plus de 3000 kilomètres dans ce beau pays que j'ai vraiment adoré et j'ai pu voir vraiment comment les choses se passaient dans différents endroits, à Rabat, à Marrakech, à Fès, à Ouarzazate, à Zagora, à Tamgout et même plus loin. J'ai atterri dans une auberge qui s'appelait le Repos du Sable et qui était au milieu de deux dunes, enfin pas loin de deux dunes. J'ai pu voir les gens très pauvres et les gens très riches. J'ai pu voir des familles euh, très conservatrices dans leur façon de s'organiser au quotidien. Et j'ai pu aussi rencontrer des familles très progressistes. Mais il y a quelque chose qui m'a frappée à l'époque et que j'ai pas retrouvé vraiment dans votre roman. Et je voulais vous poser la question. Moi, j'ai connu le Maroc dans lequel, même si les gens, les hommes et les femmes mangeaient ensemble, à la fin du repas, les hommes étaient d'un côté et les femmes étaient de l'autre. J'ai pas retrouvé cette idée de séparation entre les deux sexes, même si on la sent un petit peu. Est-ce que c'était quelque chose de volontaire? Moi, dans ma famille, ça n'a jamais Ça existé. n'a jamais été. Non, ça n'a jamais existé. Et puis, dans la plupart des familles que je connaissais, ça n'a jamais existé. Il y a un passage dans le livre où Mathilde se met très en colère parce que pendant le ramadan, les hommes sont assis, les femmes les servent. Ça, il y avait beaucoup ça dans ma famille. C'est-à-dire, les femmes passaient beaucoup de temps à la cuisine, servaient les hommes et les hommes ne faisaient pas grand-chose. En revanche, on n'était jamais séparés, ni pour les repas, ni pour les mariages. Le seul moment où on pouvait être séparés, c'est pendant les enterrements parce que les hommes partent au cimetière et les femmes restent. Mais c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais connu. Donc, dans ma famille, et comme ça raconte l'histoire de ma famille, c'est quelque chose qui n'existait pas, sans doute du fait de ma grand-mère, à mon avis, qui a interdit ce genre de séparation, je pense. Quel regard portez-vous sur votre pays natal aujourd'hui et sur son évolution? Oh, c'est un pays avec lequel j'ai une relation très, très forte, très pleine d'émotions, une relation très passionnelle. C'est un pays que j'aime profondément, que je critique parfois beaucoup aussi, mais c'est un pays qui est surtout le pays de mon enfance. Donc c'est un pays pour moi lié à la sensibilité, lié au goût, aux odeurs, à des lumières et vraiment à des souvenirs, à une forme de nostalgie. Donc j'ai un rapport plutôt émotionnel, plutôt sensible à ce pays, beaucoup plus qu'un rapport intellectuel.
Et concernant les femmes, je sais que vous prenez souvent une position et que vous écrivez souvent sur la condition de la femme au Maroc et vous demandez des réformes. Qu'est-ce que vous voulez que ça change au Maroc concernant la vie des femmes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je milite essentiellement pour les droits sexuels au Maroc et pour le droit de chacun à pouvoir disposer de son corps. Au Maroc, il est interdit d'avoir des relations sexuelles hors mariage. L'avortement est interdit, l'homosexualité est interdite. Donc aujourd'hui, avec un collectif que nous avons créé avec une de mes amies, voilà, on milite pour la dépénalisation de la société, puis pour le droit des femmes à disposer de leur corps, à avoir le droit au secret, à une intimité aussi, à ne pas être obligées de rendre constamment des comptes sur ce qu'elles font de leur corps. Et une dernière question pour revenir au pays des autres. Qu'est-ce que vous espérez, vous, avec cette saga familiale? Est-ce que le roman a été lu au Maroc? Est-ce que vous avez eu des échos? Ah oui, au Maroc, il a beaucoup, beaucoup de succès. Je suis partie là pendant 10 jours pour faire une tournée de promotion. C'est vraiment un livre qui touche beaucoup de lecteurs et ça me fait très plaisir. Bah, vous savez, quand on écrit un livre, on peut pas vraiment se dire qu'est-ce qu'on espère. On espère surtout de prendre du plaisir en l'écrivant et d'être sincère, d'aller aussi loin qu'on peut dans l'expression voilà, des émotions des personnages qu'on a envie de construire. Malheureusement, voilà, c'est jamais à la hauteur de ce qu'on voulait, mais en tout cas d'essayer de s'en approcher le plus possible. C'est un très, très beau roman et je suis Merci beaucoup. ravie d'avoir eu l'occasion de discuter avec vous. Merci beaucoup, Leila Slimani. Merci à vous, merci beaucoup.